Bien, bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce webinaire de l'Institut for a Positive Food. Alors en fait, c'est le premier webinaire de 2023, mais c'est le 8e depuis la naissance de ce jeune institut. Alors le thème choisi aujourd'hui est tout à fait passionnant. Cuisiner soi-même, quel rôle, quels impacts et quels services pour une alimentation saine, durable et conviviale. Alors pour animer ce séminaire, de la science d'abord, donc le point avec 3 intervenants. Dans un premier temps, on entendra donc le docteur Pascal Ebel, directrice associée à Seaways, qui traitera qui cuisine et pourquoi, et quels freins et leviers facilitateurs peuvent être décrits. Alors, dans un deuxième temps, c'est le docteur Nicole Darmon, directrice de recherche à l'INRAE, qui présentera donc cuisiner a-t-il un impact sur la santé, l'environnement et le coût de l'alimentation. Et puis, plus appliqué, l'avenir, les futurs de la cuisine domestique, quelles solutions? Par Mariette Sicard, donc de Food Science Excellence Center du groupe SEB. Voilà, alors on va démarrer tout de suite. Je voulais juste rappeler à tous les participants qu'il y a environ 15-20 minutes par intervenant et puis ensuite une table ronde qui tâchera de traiter les questions que vous aurez posées entre-temps. Et donc pour les questions, il faut les poser par écrit sur l'onglet questions et pas sur l'onglet chat, voilà, si vous voulez. Donc sans plus attendre, on apprend. Merci Pascal. Bonjour à tous, merci d'être là avec nous. On va essayer de vous faire un panorama. Là, ce que je voulais vous montrer, c'était vous décrire un petit peu l'historique de la cuisine, bien comprendre qu'aujourd'hui, c'est devenu un peu un fantasme, mais aussi une pensée magique dans un contexte de sensibilité à l'écologie où une partie de la population qui est la plus éduquée va utiliser ce facteur-là comme un facteur de distinction et il faut bien tenir compte de cela. Donc, dans les éléments que je vais vous apporter, c'est de bien noter que finalement, jusqu'au début des années 2010, la cuisine en temps diminuait, on en faisait de moins en moins et qu'on avait une norme qui s'était mise en place qui mettait bien en évidence qu'il était difficile finalement de faire la cuisine pour tous et on acceptait dans les normes, on a même une norme qui a été faite lors des budgets de référence qui est de dire qu'il faut au moins 1 ou 2 repas tout prêts par semaine pour des raisons de contrainte de temps. Donc, le déclin était très réel auparavant, notamment parce que les femmes se sont mises à travailler et qu'elles n'avaient plus le temps de le faire. Par contre, si on se met dans un contexte historique beaucoup plus récent, on a bien entendu eu une montée de cette envie de faire la cuisine par des catégories de ce qu'on appelle les hauts capital culturel, qui étaient très inquiètes vis-à-vis de leur alimentation et que le choc du Covid a amplifié cela en permettant notamment aux très jeunes d'avoir du temps et qu'ils ont très largement investi le champ de la pâtisserie. Et on va retrouver dans tous les médias, dans tout ce qui est porté médiatiquement, mais aussi sur les réseaux sociaux, beaucoup d'échanges sur la pâtisserie. Et le hashtag food est celui qui est le plus diffusé sur Instagram, Facebook, Twitter et TikTok. Donc, dans ce qu'on observe aujourd'hui, il y a évidemment un frein qui est très fort, qui est celui de l'inflation, qui atteint 14% en mai 2023. Et les pratiques de la cuisine, dans ce contexte-là, vont être portées par certains plus que par d'autres, parce que ça peut coûter plus cher pour les plus défavorisés de faire la cuisine, notamment en raison de la très forte hausse de l'énergie qu'on a eue plutôt il y a quelques mois, mais qui est très présente pour certains foyers. Donc, dans les freins aujourd'hui de la cuisine, on a évidemment cette hausse de prix qui peut pour certains être un frein important, mais aussi le fait pour les plus modestes de ne plus être équipés. On sait que dans certains foyers qui sont très petits, où on n'a pas de place, on n'a plus nécessairement ni un four et il ne reste qu'un four à micro-ondes et un frigidaire. Donc, on a désinvesti ce champ-là de la cuisine. En ce qui concerne des leviers qui sont portés par ceux qui tirent la société, les hauts capital culturels, ou que certains vont appeler les enfants gâtés, les bobos, comme on veut, eh bien, on a cette diffusion sur les réseaux sociaux de recettes. Et aujourd'hui, ce qui
fonctionne le mieux, c'est tout ce qui va finalement permettre de répondre à tous les changements récents, notamment le télétravail et l'envie de partager, puisque avec le Covid, on a un rebond de tout ce qui va être recherche de temps à passer avec les autres, et donc dans ce qui est et je vais vous montrer avec les réseaux sociaux ce qu'on observe, hein, c'est la recherche de tout ce qui va être brunch fin maison. C'est les brunchs, c'est ce qui a le plus augmenté, notamment dans la restauration, et les tapas, mais aussi les plats individuels, donc qui répondent finalement aux évolutions des modes de vie. On a de plus en plus de foyers qui sont composés d'une seule personne, et donc les gens font la cuisine pour eux-mêmes, notamment une fois qu'on est seul alors qu'on a cuisiné toute sa vie pour plusieurs, eh bien on continue à rechercher des recettes de plats individuels. Voilà en synthèse que je vais vous présenter. Donc le premier point, c'est évidemment que le temps passé à faire la cuisine a plutôt complètement diminué dans les 30 dernières années. On est à moins 14% en temps passé entre 86 et 2010, alors que les temps passés à table sont restés stables. Et donc, ça s'explique en grande partie par l'activité salariée des femmes en couple. Et puis, bien sûr, il y a quand même le fait qu'on a utilisé des fours à micro-ondes, par exemple, et tous les robots ménagers qui permettent de gagner du temps dans la préparation des repas, mais aussi la cuisine d'assemblage. Et on a vraiment vu ressurgir la cuisine à partir de 2008. Et ce regain, pour la cuisine, il vient de la stabilisation du temps pour la cuisine. Les temps se stabilisent, on n'a pas une très forte hausse, parce que notamment ces temps augmentent que dans certaines parties de la population, et dans des études qui ont été faites pour définir finalement ce qu'on pourrait appeler des normes, dans les budgets de référence, on considère qu'il faut par semaine 1 ou 2 plats tout prêts pour libérer du temps pour notamment ceux qui préparent les repas. Donc, on a cette crise de Covid qui a fait ressurgir en 2020, en mars 2020, au moment des tout premiers confinements, l'intérêt pour le fait maison a vraiment bondi, puisqu'à ce moment-là, les gens ont eu du temps. Et on voit ici, avec des outils de tracking sur les réseaux sociaux, ce boom de la recherche de produits faits maison. Le facteur actuel qui est celui de l'inflation, on est aujourd'hui en mai 2023 avec ce qui contribue le plus à l'inflation générale qui ralentit, on n'est plus qu'à 5% d'inflation en mai 2023, eh bien c'est l'alimentation, c'est la barre verte. Et on a toujours des très fortes hausses de prix, et notamment sur des ingrédients qui sont très utiles en cuisine, que ce soit la farine, le beurre, la margarine, les huiles, le sucre. Donc ça pénalise en fait l'usage de la cuisine pour les catégories qui ont plus de difficultés, et notamment on pense aux familles avec enfants. On n'a jamais vu une élasticité aussi négative entre une forte hausse, ici en rouge vous avez l'inflation alimentaire, et vous voyez en bleu la dépense en euros constants en alimentation qui diminue. Donc cette inflation a une conséquence très forte en ce moment sur ce que mangent les Français, et notamment vous voyez à droite les baisses qu'on observe en vente en euros constants. Eh bien on a à la fois des plats tout prêts qui diminuent, c'est le cas des produits raviolis, mais aussi des baisses de produits bruts comme le poisson, moins 12%, les volailles, les fruits, les légumes, le fromage. Des baisses aussi sur des ingrédients comme les huiles, qui sont les produits qui ont des prix qui ont très fortement augmenté, et ça fait plus de 6 mois qu'on a ces hausses de prix. En ce qui concerne les gestes que déclarent faire les consommateurs vis-à-vis de cette très forte inflation, eh bien, en plus de beaucoup moins gaspiller, on consomme moins parce qu'on jette moins, parce qu'on utilise mieux tout ce qu'on consomme, tout ce qui est acheté est mieux valorisé, et le fait qu'on va évidemment chercher les prix les plus bas, on voit qu'il y a en déclaratif des consommateurs qui vont dire qu'ils vont se mettre à faire plus la cuisine pour des raisons économiques, mais ce qu'on constate, c'est que c'est vraiment tirer la cuisine, même en ce moment, que par des catégories de population qu'on appelle haut capital culturel, c'est-à-dire plutôt des gens qui ont des revenus assez hauts, des catégories CSP+, plutôt des femmes, mais aussi les jeunes, et les jeunes ont investi ce champ de la cuisine avec le Covid.
Une autre façon de poser la question, ici c'est par l'agence bio avec un point récent décembre 2022. Là, on a 40% de Français qui déclarent avoir changé leur comportement alimentaire depuis 3 ans. Et un des gestes qui est mis en avant, c'est de cuisiner davantage avec 43% en décembre 2022. Dans les facteurs qui font qu'on fait plus de cuisine, il y a évidemment la mise en place du télétravail. Quand on estime le nombre de journées en télétravail, aujourd'hui, on est à 15% de journées des actifs qui sont des jours de télétravail. On n'était qu'à 3% avant Covid. Donc, évidemment, 5 fois plus de journées. Et quand on pose la question de ce qui est fait pendant ces journées de télétravail, la moitié des interviewés ici déclarent qu'ils vont consommer des choses qu'ils ont cuisinées le jour même ou des choses qu'ils ont cuisinées quelques jours auparavant. On en a encore quand même 36% qui vont manger à l'extérieur ou qui vont aller chercher des plats tout prêts. Donc, on peut estimer qu'il y a aujourd'hui 7,5% de repas en restauration hors foyer en moins avec ce télétravail, donc ce qui va déporter des repas cuisinés à la maison pour la moitié en tous les cas. En termes de qui vont faire la cuisine, ici, il y a une question vous arrive-t-il de faire des plats dont la préparation démarre plus d'1 heure? Eh bien, vous voyez que c'est vraiment ceux qui se situent dans le haut de l'échelle sociale. 94% de ceux qui se considèrent dans le haut de l'échelle sociale vont déclarer faire de la cuisine pour plus d'1 heure, contre 80% au global. On a plutôt des gens bac plus 3, mais aussi, et c'est ça qui est nouveau avec le Covid, dès 18-24 ans, et vous voyez que les plus âgés, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, les ouvriers, les milieux les plus modestes font beaucoup moins de cuisine. Et c'est pour ça qu'il faut bien faire attention avec ce sujet de la cuisine qui est très fortement valorisé dans les enquêtes en déclaratif. On va déclarer faire de la cuisine aussi pour mettre finalement en place une économie domestique qui est plus étudiée. On va congeler des produits et on va faire ce qu'on appelle du batch cooking. C'est préparer des ingrédients pour toute la semaine. Et donc, on prépare en avance des plats pour toute la semaine et c'est le cas de 44% des Français. On a vraiment ce phénomène qui s'est accéléré de pâtisserie, notamment chez les plus jeunes. Vous voyez ici, entre 2016 et 2022, on a une forte hausse de la proportion de gens qui font de la pâtisserie. On est passé de 80% à 87%. Et ce sont surtout les jeunes, 18-24 ans et 25-34 ans, qui aujourd'hui font de la pâtisserie. Et c'est ce qui est très fortement valorisé sur les réseaux sociaux. Le fait maison se développe actuellement pour une partie de la population, avec notamment ce qu'on appelle le phénomène de la lunchbox, c'est-à-dire qu'on va apporter des repas sur le lieu de travail. Tout simplement, c'est vraiment un phénomène qui s'est mis en place en 2008 pendant la crise économique, tout simplement parce qu'on veut éviter de gaspiller. Donc, des repas qu'on a préparés la veille, les restes, on les amène sur le lieu de travail. Et évidemment, pour des raisons économiques, on va aussi choisir de manger des plats qu'on a fait chez soi parce que ça peut coûter moins cher que la restauration d'entreprise pour les adultes. Et troisième facteur explicatif, ça a répondu surtout en 2008 à des inquiétudes par rapport à ce qu'on consomme, par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur des repas. Et en faisant soi-même, ça permet de maîtriser le contenu. Et c'est bien ça qui s'est mis en place dans les années 2010 comme facteur distinctif en réponse à la crise écologique par plutôt une cible qu'on peut appeler enfant gâté, bobo. Ça a beaucoup été décrit de cette façon-là. Ici, en illustration, c'est le rebond de la lunchbox ces derniers mois. Ici, avec les détecteurs sur les réseaux sociaux, vous voyez que depuis 5-6 mois, ça s'était stabilisé à la sortie du Covid, puisqu'on avait de nouveau des restaurants d'entreprise qui étaient ouverts. Et là, vous voyez que ça rebondit et c'est vraiment un facteur lié à l'inflation. En ce qui concerne le fait d'amener ce phénomène lunchbox, quand on le pose avec une question dans une enquête plus classique, on voit bien qu'il y a les 3/4 des Français, donc c'est énorme, qui disent, des actifs, qui disent que ça leur arrive d'amener des aliments sur leur lieu de travail. Et on voit que là, on a quand même des catégories qui ont
plutôt des niveaux moyens, des classes moyennes et des familles monoparentales et les plus jeunes. Hein. Donc, c'est vraiment un phénomène générationnel d'amener à manger sur le lieu de travail. Enfin, dernier point pour conclure, c'est que dans ce qu'on recherche en ce moment, c'est finalement un effet post-Covid, c'est qu'on a envie, quand on mange, de se retrouver ensemble. Cet indicateur a beaucoup progressé. Et donc, quand on regarde sur les réseaux sociaux, quelles sont les recettes de fait maison qui sont les plus recherchées, ici avec les outils sur les réseaux sociaux, la note, elle est sur 100. On voit que ce qui est supérieur à 100, hein, ça va vraiment d'aller vers des cuisines d'assemblage, d'aller vers des choses qui sont très à la mode dans la partie restauration que sont les brunchs et les tapas. Eh bien, on les veut fait maison. Donc, on a des recherches sur les brunchs fait maison, des tapas fait maison, mais aussi des recettes individuelles hein, avec une note de 55 et des recettes traditionnelles avec un indicateur de 64 sur 100. Voilà, je vous remercie. Globalement, à retenir, hein, c'est qu'il y a une cuisine fait maison qui est quand même portée par un courant très médiatisé. Donc, il faut faire attention. Et Nicole Darmon va maintenant vous présenter un petit peu ce que dit la science hein, sur la réalité des impacts de la cuisine sur la santé, l'environnement et le coût de l'alimentation. Voilà, merci Pascal pour ce premier tour d'horizon avec ce que tu as souligné et qui pose la question effectivement, est-ce que finalement ces évolutions, au moins j'ai retenu la lunchbox, c'est conjoncturel post-Covid ou c'est une vraie évolution? Donc je pense qu'on va pouvoir y répondre. Je voulais juste, regardant les questions, voir que quelqu'un demande le nom de l'étude, donc si vous pouvez répondre. Et puis une question d'allergologie par une allergologue, qui se pose la question de savoir si dans les questionnaires est insérée la notion d'allergie alimentaire en pleine augmentation et qui nécessite le fait maison. Est-ce qu'on peut dire ça en répondre? Alors, sur les études, j'ai mis beaucoup de sources, hein, donc vous aurez les diapositives. Donc, il y a toutes les enquêtes, il y a des enquêtes de l'entreprise dans laquelle je suis, Seaways, mais aussi il y avait l'agence Bio sur le déclaratif de vouloir faire la cuisine en ce moment parmi les changements de comportement qui ont été notés. Et les autres sources que j'utilise, c'est les réseaux sociaux. Donc, c'est à partir de toutes les recherches Google et tout ce qu'il y a dans les réseaux sociaux et de regarder les évolutions. Et donc, ça, c'est des outils de la société dans laquelle je suis, qui est la société Seaways. Voilà pour cette question-là. Après, sur les allergies, il n'y a pas pour l'instant, enfin, moi j'ai regardé déjà avec des enquêtes, en effet, le fait que les gens fassent des régimes pour raisons allergiques, ça on sait qu'en effet ça augmente. Après, le lien entre allergie et fait maison, c'est un petit peu ce que je disais sur le fait qu'en effet, on peut faire maison justement pour maîtriser en effet les ingrédients qu'il y a dans les recettes. Ok, merci. Bon, tu as fait le lien avec la conférence suivante de Nicole Darmon à propos de la santé, mais Nicole ne va pas nous parler que de la santé, puisqu'elle va aussi répondre à la question de l'impact du fait de cuisiner soi-même, certes sur la santé, mais aussi environnement et coût. Donc, à toi, Nicole. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, quant à moi, je me suis surtout centrée sur les études scientifiques, hein, publiées dans des journaux scientifiques. D'abord, commencer par rappeler que la cuisine maison, elle est valorisée par les instances de santé publique. En France, le PNNS recommande d'augmenter le fait maison. Et à l'échelon international, dans un rapport sur les principes directeurs pour une alimentation saine et durable, la FAO et l'OMS ont souligné un certain nombre de leviers. Et vous voyez que le levier 2, diversité d'aliments pas ou peu transformés, implique qu'il faut faire la cuisine soi-même. Alors, en ce qui concerne donc les données scientifiques, c'est assez foisonnant, mais quand même, la plupart du temps, on est sur des études de type déclaratif et pour beaucoup aussi de type qualitatif, c'est-à-dire basées sur des entretiens avec des mangeurs. Alors, il y a une revue systématique des études observationnelles qui est sortie en 2017. Donc, c'est vraiment intéressant parce que ça a fait le point à un moment donné, donc qui est l'année 2017. Et toutes ces études, en fait, regardent
qui cuisine. Donc, généralement, c'est le fait d'être une femme, d'avoir le temps, de ne pas travailler, de ne pas être isolée socialement. Et il y a aussi des facteurs culturels et ethniques selon les contextes. Et puis, les motivations pour cuisiner, donc déclaratives, sont plutôt positives. Les gens apprécient le fait que ce soit fait par eux-mêmes, frais, qu'on puisse le faire au quotidien, qu'on puisse, en cuisinant, être mieux connecté aux autres. En fait, les impacts potentiels soulevés par les mangeurs quand ils sont interrogés là-dessus sont le fait que les bénéfices perçus du fait de cuisiner vont être en termes de lien social, en termes d'estime de soi, de savoir-faire culinaire bien sûr, et puis de reprise en main sur son alimentation. Alors, il existe aussi plusieurs études épidémiologiques sur ce sujet-là. La plupart sont transversales, on regarde à un moment donné le fait de cuisiner et puis les autres facteurs associés au fait de cuisiner ou plus ou moins. Et ces études montrent que généralement, les personnes qui vivent dans un foyer où on cuisine beaucoup ont un meilleur équilibre alimentaire que les autres. Mais ces études, elles souffrent aussi, comme il est dit dans cette revue systématique, de nombreuses limites méthodologiques, ne serait-ce parce qu'il n'y a pas de définition explicite et consensuelle du fait de cuisiner soi-même. Donc, en fait, ce qui est étudié est différent d'une étude à l'autre. Parfois, ça va être prendre ses repas à domicile, parfois consommer du fait maison, savoir cuisiner, cuisiner soi-même, ou même encore le temps qu'on va passer à cuisiner, qui peut inclure le temps passé à faire la vaisselle, est également la variable étudiée. Donc, vous voyez, c'est quand même assez hétérogène. Et il y a quelques résultats divergents en termes d'équilibre alimentaire, puisqu'on a 2 études américaines qui montrent que l'une, le temps passé à cuisiner n'est pas associé à une garantie d'alimentation plus équilibrée, et plutôt même à des repas plus caloriques, et une autre qui montre carrément que chez les femmes, donc américaines, le temps passé à cuisiner et à faire la vaisselle serait associé à un risque accru de syndrome métabolique. Mais ceux-ci sont des études transversales et donc on ne peut pas en tirer des conclusions sur un lien causal quelconque. Alors, depuis 2017, il y a eu à nouveau encore des études. Ça a continué après bien sûr, cet intérêt pour la cuisine dans la recherche scientifique. Et par exemple, vous avez une étude qui a regardé de façon assez détaillée les pratiques alimentaires de 150 foyers pauvres, là, essentiellement, pendant 8 jours. Et il montre que les plats ou les repas entièrement préparés à domicile contiennent plus de maisons que ceux, plus de fruits et de légumes, que ceux achetés dans le commerce. Une autre étude, voilà, c'est la deuxième partie de la diapo. Cette fois-ci, c'est une étude nationale avec un très large échantillon d'adultes nord-américains aux États-Unis. Et les résultats donc, vont plutôt dans le sens de la conclusion générale de l'étude systématique que je vous ai montrée tout au début, puisqu'elle montre que les personnes qui vivent dans un foyer où on cuisine souvent ont généralement un meilleur équilibre alimentaire. Mais ce que cette étude montre aussi, c'est que cette association est plus forte chez les plus aisés. Donc là, ça va tout à fait dans le sens qui a été, de ce qui a été souligné à plusieurs reprises par Pascal Ebel précédemment, puisqu'en fait, parmi ceux qui cuisinent tous les soirs, la qualité nutritionnelle, elle reste plus faible chez les plus pauvres par rapport aux plus riches. Donc, la cuisine n'arrive pas, en fait, le fait de faire la cuisine n'est pas un facteur qui permet de réduire ces inégalités sociales. Alors, il y a une étude qui est assez intéressante parce que en fait, elle regarde les choses sous un angle un petit peu différent. Donc, c'est une étude nationale, comme l'étude précédente américaine, cette fois-ci au Royaume-Uni. Et ce qu'ils ont fait, c'est que dans cet échantillon représentatif sur le plan national, ils ont sélectionné
les adultes qui avaient une alimentation favorable à la santé à partir d'un score qui s'appelle le score DASH. Et chez ces adultes-là, ils ont comparé ceux qui vivaient dans un foyer où on fait beaucoup la cuisine versus ceux qui vivent dans un foyer où on fait peu la cuisine. Et en fait, en regardant les choses sous cet angle, donc uniquement chez des personnes qui cuisinent beaucoup, eh bien, on voit qu'il n'y a pas de différence de qualité de l'alimentation, d'apport énergétique, pas de différence aussi en termes de prévalence d'obésité. Et finalement, ça veut dire que les personnes qui vivent dans les foyers où on cuisine le plus n'ont pas une alimentation plus équilibrée que les autres. Ils ont même vu qu'elles seraient plutôt même moins équilibrées. Moins de fruits, moins de produits laitiers, plus de sucre et plus de sel. Donc, en résumé, cette étude est intéressante parce qu'elle montre qu'il n'est pas nécessaire de vivre dans un foyer où on cuisine pour avoir une alimentation équilibrée. Et leur conclusion, c'est leur conclusion, ils disent que les autorités de santé publique devraient reconnaître qu'il est possible d'adopter des pratiques alimentaires qui permettent d'avoir une alimentation saine sans avoir forcément recours à la cuisine maison et devraient valoriser ces pratiques dans la conception des politiques et des interventions. Alors, donc pour avoir vraiment une idée un peu plus robuste du lien entre cuisine et santé, en fait, il faut avoir des études longitudinales, c'est-à-dire qu'on va regarder à un moment donné si la personne vit dans un foyer où on cuisine beaucoup, et puis on va la suivre dans le temps et voir si ça a eu des conséquences sur tout un tas de facteurs, en particulier son état de santé. En prenant en compte d'autres variables, en particulier son statut socio-économique et d'autres caractéristiques sociodémographiques. Donc, on n'a que 2 études, enfin en tout cas j'en ai trouvé que 2, qui suivent ce processus de l'étude longitudinale. Une étude américaine qui a suivi pendant 8 ans des femmes et des hommes professionnels de santé et a regardé l'association entre le risque de développer un diabète à 8 ans et le nombre de repas consommés à domicile par semaine, donc lors de l'inclusion dans l'étude. Et cette étude montre un effet plutôt bénéfique du fait de cuisiner à domicile, puisque prendre 11 à 14 repas par semaine à domicile était associé à un moindre risque de développer un diabète, moins 14%. Et en creusant un petit peu plus les choses, ils ont vu que cette association était en fait partiellement expliquée par le fait que ces personnes prennent moins de poids au cours de ces 8 ans de suivi. Alors, il y a des limites à cette étude parce qu'on ne sait pas vraiment quels sont les aliments qui sont consommés à domicile, ça n'est pas précisé. Et puis, c'est une étude dans une cohorte de professionnels de santé qui ont un niveau socio-économique relativement élevé, donc on ne sait pas si ce serait vrai dans une étude représentative. Alors, autre étude longitudinale qui nous intéresse particulièrement parce qu'elle a été menée en France, sur l'étude Nutrinet, et aussi parce qu'elle a regardé précisément certaines caractéristiques liées à la cuisine. Donc, elle rentre dans le détail dans ce que ça veut dire, ce qu'on entend par cuisiner maison ou faire la cuisine, en regardant les aptitudes culinaires, la préparation à partir de produits bruts, l'équipement de cuisine, le plaisir de cuisiner, l'envie de mieux cuisiner, l'envie de cuisiner plus souvent. Donc, beaucoup de choses ont été regardées et en fait, la seule relation significative trouvée dans cette étude concerne la préparation à partir de produits bruts qui est associée chez les femmes et chez les femmes seulement à un risque moindre de devenir obèse. Et en fait, en regardant, en décomposant les relations, les auteurs montrent que cet effet bénéfique est expliqué par des consommations alimentaires plus favorables et notamment une consommation plus importante de fruits et de légumes chez ceux qui ont un fort score de préparation à partir de produits bruts versus ceux qui ont un faible score. Alors, pardon. Donc, un autre type d'étude pour avoir une idée
un peu plus précises de l'impact potentiel de faire la cuisine sur la santé ou les comportements alimentaires en tout cas, sont les études interventionnelles et en particulier tout ce qui a trait aux ateliers cuisine dont on entend beaucoup parler et qui sont très répandus. Alors, il y a une revue systématique sur la question. Malheureusement, cette revue met en évidence en fait un manque de robustesse méthodologique de ces études, une grande hétérogénéité. Et globalement, à part une amélioration de l'équilibre alimentaire déclaré et perçu et une augmentation du sentiment d'auto-efficacité chez les personnes, pour tout ce qui a été mesure d'impact sur des variables plus en lien directement avec la santé, comme l'indice de masse corporelle, la tension artérielle, le statut lipidique, ces études n'ont pas montré d'effet. Une autre étude est assez intéressante parce que c'est le bas de la diapo. Elle montre que finalement, les interventions qui sont les plus susceptibles d'être efficaces en termes de cuisine sont celles qui sont destinées à un public précaire, qui permettent la mise en pratique réellement de la cuisine, qui sont animées par des personnes compétentes, qui cible simultanément l'auto-efficacité, l'apport de connaissances, mais aussi le soutien familial et qui souligne les avantages santé potentiels. Donc, c'est plutôt une étude qui a regardé la probabilité, en fait, des leviers qui permettent d'avoir une efficacité pour une intervention. Et effectivement, en fait, il existe au moins une étude qui a démontré une étude d'intervention qui a démontré un effet positif sur le fait de suivre des cours de cuisine. Il s'agit du modèle de Jamie Oliver. Là, cette étude est australienne, qui est vraiment donc, une intervention assez costaud, puisque c'est 1h30 par semaine pendant 10 semaines, avec pour l'étude aussi un groupe contrôle, donc un design assez robuste, et les résultats montrent une augmentation de la confiance des participants dans leur capacité culinaire et surtout une augmentation de la consommation de légumes, plus 0,5 portions par jour, ça n'est pas rien, avec un maintien à 6 mois. Donc, un programme efficace, mais quand même assez différent des ateliers cuisine classique, puisqu'il est, comme vous le voyez, assez intense. Il est bien construit, il est basé sur ce qu'on appelle un modèle de changement de comportement, et puis il s'appuie sur la célébrité internationale d'un chef qui est Jamie Oliver. Alors, je vais passer plus rapidement sur les deux autres questions parce qu'on a beaucoup moins de données factuelles, donc financiers et environnementaux, les impacts financiers et environnementaux. Pour les aspects financiers, en fait, on n'a qu'une seule étude qui a regardé vraiment est-ce que les personnes qui cuisinent plus, enfin qui vivent dans des foyers où on cuisine plus, ont des dépenses alimentaires plus ou moins élevées. C'est une étude américaine qui montre que le fait de vivre dans un foyer où on prépare plus souvent les dîners à domicile, où on consomme les dîners à domicile, est associé à des moindres dépenses pour l'alimentation. Tout ça parce qu'en fait, on dépense moins pour l'alimentation hors domicile. Vous voyez, le gris, c'est les dépenses pour l'alimentation hors domicile, ça diminue quand le nombre de repas pris à domicile augmente, ce qui semble assez logique. À part cette étude, en fait, on n'a pas grand-chose, si ce n'est deux études qui vont, elles, comparer le coût de plats cuisinés, achetés dans le commerce et de ces mêmes plats qu'on aurait fait à la maison. Donc, une étude est une étude française et l'autre est une étude du Royaume-Uni. En fait, ces deux études montrent que si on regarde juste le coût des ingrédients nécessaires pour cuisiner l'équivalent de ces plats qu'on pourrait acheter dans le commerce, on va effectivement voir un petit bénéfice économique à cuisiner soi-même.
estimé à 60 centimes d'euros en moyenne pour 4 portions pour l'étude française, mais avec une grande variabilité d'un plat à l'autre. Et pour l'étude française, qui est la seule à avoir regardé aussi le coût du temps passé à cuisiner, eh bien, elle montre que, évidemment, les plats maison deviennent beaucoup plus chers si on incorpore ce coût du temps passé à cuisiner. Et là, c'est plus 5 euros en moyenne pour 4 portions. Donc, quand on entend souvent dire que cuisiner soi-même coûte beaucoup moins cher aux consommateurs qu'acheter des plats du commerce, et c'est considéré comme une évidence absolue, là, ces études ne semblent pas confirmer qu'il soit justifié d'affirmer cela. Alors, pour l'environnement, là aussi, on n'a que 2 études. Une étude, encore pareil, une étude française et une étude qui vient du Royaume-Uni. L'étude française a comparé des pizzas selon qu'elles étaient faites maison, selon le type d'ingrédients. Et en fait, la conclusion est très, très mitigée, avec une grande variabilité selon le type de pizza, selon le mode de cuisson à domicile, selon les pratiques des différents participants recrutés, puisque 69 participants ont effectivement été recrutés pour préparer ces pizzas chez eux. Et à nouveau, ce type d'étude peut permettre de dire qu'il n'est pas justifié d'affirmer que les plats industriels ont un impact environnemental bien plus fort que ceux faits à la maison, puisque là, ça démontre même plutôt le contraire. L'étude anglaise aurait plutôt tendance à dire que les produits industriels sont plus impactants, surtout si ils nécessitent une cuisson en four électrique. Donc, un résultat plutôt contraire à celui de l'étude française sur les pizzas, mais je n'ai pas trop le temps de rentrer dans les détails, bien sûr. Mais comme pour le volet coût de leur étude, puisque c'est la même étude qui a travaillé sur le coût et l'environnement, en fait, on peut se demander si les auteurs ont vraiment comparé des choses comparables. Alors, je crois que j'en arrive à la conclusion. Désolée si j'ai un petit peu dépassé. Je voulais juste dire que la France est quand même un pays où on cuisine encore beaucoup. Puisque le temps moyen passé à la cuisine, Pascal l'a montré, c'est quand même en moyenne 1 heure par jour pour un couple. Avec notre étude sur les plats cuisinés, on a pu estimer que préparer un plat pour 4 en moyenne, ça prend 35 minutes. Donc, c'est quand même pas rien. On peut conclure que cuisiner, ça peut valoriser l'estime de soi et le lien social, ça a l'air d'être assez bien établi. Ça peut permettre de maîtriser les quantités de sel, de sucre, de gras, et évidemment d'additifs et ingrédients qu'on ne peut pas trouver à la maison dans les plats. Mais pour le sel, le sucre et le gras, ce n'est pas toujours vrai, ça dépend forcément comment on cuisine. Ça peut permettre d'économiser, mais pas toujours, ça va dépendre des plats. Et surtout, si on ne comptabilise pas le coût du temps passé à cuisiner. Or, 75% de ce temps est du temps féminin. Donc, je dirais, pour vraiment finir, que cuisiner n'est pas strictement indispensable pour avoir une alimentation équilibrée, même si ça peut aider. Et tant que le rapport homme-femme ne change pas, toute recommandation à cuisiner soi-même est en réalité une injonction qui va peser plus fortement sur les épaules des femmes. Donc, il faut quand même faire attention quand on émet ce genre d'injonction. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicole. C'était très, très informatif sur justement le fait qu'il n'y a rien d'évident, mais ça nous renvoie bien à l'idée que ce qu'on peut entendre sur les médias ou même les réseaux sociaux n'est pas forcément ni démontré, ni même réel, et que plein de doutes subsistent. Alors, peut-être place pour une ou deux questions. Il n'y en a pas dans la liste des questions. Est-ce que quelqu'un du groupe en a? Oui, je vois Pascal. Non? J'avais zappé cette diapo parce que c'est juste pour dire qu'il y aurait plein d'autres choses à dire, mais on n'a pas beaucoup de données à se mettre sous la dent sur toutes ces problématiques que je n'ai pas traitées. Est-ce que c'est une question de méthodologie? Moi, j'avais une petite question juste pour l'étude sur l'impact environnemental, celle des pizzas. Je me demandais si toute la partie emballage avait été prise en compte dans l'empreinte. Oui, tout a été pris en compte avec une approche de type analyse de cycle de vie classique. Ouais. Ok.
Et alors, finalement, le coût que tu as noté moindre hors domicile, là, qui a l'air quand même significatif, ça contredit un des intérêts de la lunchbox? Des intérêts déclarés par ceux qui la font? Non, parce que si la lunchbox, elle est faite à domicile, c'est bon. Le problème là dans l'étude, enfin, ce qui est soulevé dans l'étude américaine, c'est que quand les gens mangent à l'extérieur, ça coûte très cher. Et là, c'est pas cuisiner industriel ou pas, c'est repas au restaurant. Donc là, d'accord, oui. Donc j'opposais le fait de manger ce qu'on a cuisiné par rapport à la cantine, quoi. Oui, même la cantine, en fait, je pense qu'elle coûte plus cher que le repas maison. D'accord. Ok. Eh bien, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, on va passer à la troisième conférence. Donc, merci Mariette Sicard de nous parler du futur de la cuisine domestique et donc quelles solutions. Et puis, n'oubliez pas de remplir, si vous avez des questions, pour qu'on puisse après avoir une table ronde bien animée. À vous, Mariette. Je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir laissé l'occasion de pouvoir vous présenter ces éléments que je trouve assez intéressants. Alors, évidemment, là, on est chez SEB, donc je vais vous présenter les futurs tels qu'on les voit. C'est évidemment beaucoup plus subjectif et ce n'est pas des études scientifiques comme on les a vues juste précédemment, mais c'est plutôt vous partager notre vision et ce que nous, on comprend du monde actuel autour des futurs de la cuisine domestique. Donc, c'est une étude prospective qu'on a fait en 2022 qui est assez récente, sur lequel on a travaillé sur tous ces signaux faibles au niveau des tendances, au niveau de ce qu'on pouvait avoir en statistique aussi sur les consommations de viande, par exemple, sur les évolutions plutôt urbaines, monofoyers, enfin, tout ce qui était en train de bouger. Et on l'a synthétisé en 4 grands enjeux pour nous. Alors, encore une fois, c'est notre vision, hein, je vous la propose, et elle est évidemment discutable, je serais ravie de la discuter tout à l'heure. Et on a vu 4 grands enjeux. Le premier, c'est d'accompagner toutes les nouvelles pratiques du fait maison. Pascal en a déjà beaucoup parlé tout à l'heure, je vais y revenir et vous verrez qu'on a des choses qu'on partage parce que les choses ont beaucoup bougé sur les pratiques. Le deuxième enjeu, c'est celui évidemment du lien entre ce fait maison et la santé qu'on a plus approfondi avec Nicole et qui est vraiment un enjeu important. Et enfin, l'enjeu numéro 3 qui va être sur l'empreinte écologique, donc la deuxième partie. Et pour terminer, moi, je vais vous parler un petit peu quand même de tout ce lien qui est le lien au plaisir alimentaire, à l'acte culinaire et tout ce qu'il va apporter en termes d'expérience. Donc, on a vu le lien social, on a vu l'envie de partage. Et donc, au-delà de ça, il y a aussi toute l'expérience polysensorielle que ça peut déclencher. Donc, on verra dans l'enjeu 4 un peu ces éléments-là. Alors, pour démarrer sur le premier, donc nous, c'est une vision assez mondiale qu'on essaye de faire. Je ne l'aurai pas tout le temps, vous verrez qu'on est quand même un groupe très franco-français. Mais là, pour le coup, on a des visions un peu mondiales de tout ce qui est en train de bouger sur les pratiques alimentaires et qui sont en train d'arriver. Donc, on voit par exemple qu'on a 28% des consommateurs qui ne déjeunent plus à table chez eux, mais qui vont déjeuner on the go, c'est-à-dire dans la rue, dans la voiture aux États-Unis. Aux États-Unis, la voiture est un lieu alimentaire, en fait, au même titre que la cuisine. Donc là, par exemple, il y a le petit déjeuner qui se prend dans la voiture. On voit aussi une déstructuration de l'alimentation, donc on n'a plus 3 prises de repas classiques comme on a encore dans notre modèle français qui est encore assez préservé, mais finalement on a des pays où on mange plus de 5 fois en 5 prises alimentaires. On va grignoter, on va étaler les prises alimentaires au fur et à mesure de la journée. Toutes les familles ne mangent plus ensemble à table au même moment. On va avoir des repas désynchronisés où l'un va manger avant d'aller au sport, l'autre va arriver après, etc. Les écrans prennent beaucoup de place, mais ça, je pense que c'est assez évident que de plus en plus, on mange avec un écran à côté. Qu'est-ce que je peux vous parler évidemment de l'explosion des repas livrés à domicile, donc des Deliveroo qu'on voit exploser partout dans le monde, et également des meal kits. Ce sont les boîtes que vous voyez là dans l'image. On va avoir des éléments à cuisiner, prêts à cuisiner, de filets de saumon, un petit peu de courgettes, etc. Et une recette pour pouvoir organiser la recette et suivre la recette. Ça explose chez nos amis anglo-saxons, par exemple. En Angleterre, ça fait un succès phénoménal parce que ça permet à la fois de faire maison et en même temps, tout est pratique. Les courses ne sont pas à faire, ça enlève beaucoup de pain points. La recette arrive toute prête, donc il suffit de suivre, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très récent et qui est lié à la crise Covid, qui est apparu pendant la crise Covid. Voilà, puis alors Pascal en parlait, hein, mais on a de plus en plus des foyers qui sont ce qu'on appelle des petits foyers, voire des foyers d'une seule personne, où on va manger différemment que quand on mangeait de manière familiale. Et puis
un petit truc qui est important quand même. Il faut savoir qu'on ne mange plus à table, mais on va manger sur son lit, dans sa chambre, par exemple, ou sur le canapé. Voilà, donc tout ça, ça nous change énormément côté groupe SEM, nos stratégies, vous le voyez bien. Ce que je voulais vous partager un petit peu aussi, c'est que souvent, quand on pense à l'acte culinaire, on zoome inconsciemment, on va aller se focuser sur le moment où on réalise la recette et voir le moment où on va aller manger la recette à table. Le problème, c'est que pour faire maison, il y a tout un paquet de choses à gérer autour qui sont souvent peu pris en compte et peu analysés, peu discutés. Mais finalement, on commence par, bien sûr, faire les courses. Alors, certaines personnes vont avoir des idées et faire des listes avant les courses. Il y en a d'autres, à l'opposé, qui vont aller juste dans le magasin et acheter sur place en fonction des promotions, des idées qui est de l'inspiration. Ensuite, tout ça va être stocké au frigo. Et en fait, il faut savoir que le frigo, c'est le moment clé où il se passe quelque chose dans la tête de l'utilisateur. Et c'est là que tout se joue. Parce qu'en fait, il y avait un planning. Le planning est très souvent pas respecté. La liste de courses et la liste de recettes qui étaient faites pour la semaine ne va pas être respectée. En fait, on ouvre le frigo et on se dit, tiens, il se passe quelque chose. J'ai envie de tel aliment, ou alors il y a tel aliment qui est en train de périr. Donc, je vais changer ma recette et ma stratégie culinaire en fonction de ce qui arrive. Finalement, les enfants sont partis chez des copains, donc j'adapte. Et donc, tout se passe vraiment, on ouvre le frigo et là, il se passe un truc et un choix culinaire, une décision culinaire qui va être clé. Ensuite, on mange et puis il va venir la vaisselle. La vaisselle est souvent sous-estimée. Par exemple, si vous regardez sur tous les sites de recettes, vous avez le temps de préparation, vous avez le temps de cuisson. On a rarement le nombre de vaisselles que ça va déclencher, le temps qu'on va y passer. Également, ensuite, on va voir les restes. Quand on fait du plat maison pour une grande famille, on a plus de restes que si on va cuisiner un plat tout prêt qui est en barquette pour une personne. C'est dimensionné au plus juste. Donc là, on a toute la gestion des restes qui crée du travail en plus et qui crée des choses à gérer en plus. Et finalement, quand on redémarre et qu'on regarde, je repars un peu sur la liste des courses, finalement, on s'aperçoit que les semaines aussi sont cycliques. C'est-à-dire qu'on va voir souvent, la plupart des gens font leurs courses le week-end. Donc du vendredi au samedi soir. Beaucoup en supermarché, évidemment. Donc du coup, le début de semaine, le samedi, dimanche, lundi jusqu'à mardi, on a en gros des produits frais. On a de la matière dans le frigo, dans les placards, on est fourni. Et donc, on a un peu plus de facilité, le stock est élevé pour faire des recettes. Arrive la fin de la semaine, où là, par contre, on se retrouve un peu en pénurie. Alors, il y en a qui refont des courses, mais pas tous. Et on va se retrouver à devoir basculer sur de la cuisine à partir d'éléments surgelés, d'éléments en boîte, etc. Donc, ça crée une autre complexité parce qu'il va manquer des ingrédients. Donc, il faut être plus créatif pour faire des recettes. Donc, suivant les compétences culinaires que l'on va avoir, on va se retrouver dans des niveaux de stress plus élevés en fin de semaine par rapport à ces gestions de repas. Donc là, c'était vraiment pour vous montrer qu'on est une lentille qui est un peu trop serrée, il faut regarder les à côté. Donc là, c'était pour vous partager un peu de la réalité terrain, juste pour vous donner un aperçu, parce que finalement, ce qu'on croit se passer, nous, quand on est dans nos paillasses ou sur nos ordinateurs, c'est pas tout à fait ce qui se passe en fait maison. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce que font les gens en préparation rapide et facile. Il ne faut pas oublier qu'une des choses les plus faciles, c'est quand même de mettre des céréales dans un bol et de verser du lait dessus, et ça fait un repas pour de nombreux foyers. On a une grande popularité des tartines, un peu comme dans les pays qui nous entourent. Je pense aux Allemands, par exemple, qui le font plus que nous. Mais finalement, en France, ça se fait beaucoup aussi, ce qui est une base pain sur laquelle on va mettre des choses. L'hiver, le gros hit dans les foyers, c'est la soupe. Donc, tout ce qui est soupe. On a tout ce qui est tarte et quiche. Finalement, dans beaucoup de foyers, on en fait une fois par cycle de 15 jours, une semaine 15 jours. Il y a des variations autour des tartes et des quiches qui arrivent. L'été, là, comme en ce moment, on va rentrer dans tout ce qui est salade composée. Donc, salade à base souvent de pâtes, de riz, et dans laquelle on va mettre diverses choses, un peu ce qu'on a sous la main. Après, alors, le hit mondial, c'est les pâtes. Donc ça, on voit de partout, dans tous les pays, toutes les cultures, la base pâte sur laquelle on va mettre des choses. Et puis, enfin, la protéine la plus populaire et la plus pratiquée en préparation rapide, c'est l'œuf. Ça reste l'œuf. De nos observations à nous, évidemment, toujours. Voilà, et ce qui est intéressant, c'est ce qu'on a trouvé à partir de nos travaux anthropologiques en discussion avec les consommateurs sur le terrain, c'est que finalement, le manque de temps, c'est le haut de l'iceberg. En fait, ce qui est en dessous, c'est souvent j'ai pas envie, j'ai la flemme, je suis fatiguée, je suis crevée. Alors, je vous ai mis une petite capture TikTok à côté. La recette de la flemme, c'est les pâtes ketchup. Et il y a un chef très intéressant sur TikTok. Alors, c'est Nabil Zemouri, chef Enzem.
qui réinvente de manière plus gastronomique ces plats un peu de la flemme, qui sont un peu très simples, pas très gastronomiques, pas très appétissants. Lui, il les revisite et il fait un succès d'enfer. Donc, il ne faut pas oublier que les gens rentrent du boulot, ont une vie très chargée, et une des causes du non fait maison, c'est la fatigue. Ensuite, il y a la notion de routine et de répétition. On va encore manger des pâtes, il y en a marre. Et puis, on a tout ce qui est manque de savoir-faire. Donc, moi, j'étais intéressée dans ce que disait Pascal. On a parlé des hauts capital culturel, et je trouve qu'il y a une notion de capital culinaire. Capital culinaire qui peut être dans toute catégorie sociale, avec des gens avec un haut capital culinaire et des gens avec un bas. Alors, je ne sais pas le définir aujourd'hui, malheureusement. J'aimerais qu'un jour, les chercheurs arrivent à nous poser. Mais on a vraiment cette notion de compétences et de savoir-faire qui vont jouer dans cet iceberg. Donc, quand on dit qu'on manque de temps, c'est soit qu'on manque de motivation, manque de savoir-faire aussi pour faire dans le temps imparti. Quelqu'un qui a beaucoup de compétences est capable de faire quelque chose en peu de temps avec peu d'ingrédients. Quelqu'un qui manque de compétences va être beaucoup plus empêché. Voilà, on va passer sur l'enjeu numéro 2 parce qu'il faut que j'aille un peu plus vite. Donc, c'est tout l'enjeu sur la santé. Donc, on a un gros enjeu. Vous savez qu'en nombre d'années de vie, on a gagné. Par contre, en termes de nombre d'années de vie en bonne qualité de vie, on est plutôt en train de baisser dans de nombreux pays. Et donc là, ces questions se posent de comment rester sur cette courbe verte qui est une qualité de vie plus longue en bonne qualité. Et donc, vous savez qu'il y a un décès sur 5 qui est lié à une mauvaise alimentation. On a une augmentation de l'ultra transformé dans nos pratiques et nos usages partout dans le monde, et que ça semble lié à une augmentation des cancers. Donc, du coup, l'alimentation a vraiment son rôle à jouer. Et je vous ai mis un petit chiffre que j'avais trouvé super intéressant, notamment aussi avec le vieillissement de la population. Et on voit qu'il y a un gros enjeu puisqu'on a 240 repas par an qui sont rapatriés à domicile. Là, on mangeait hors domicile quand on est au travail. On va rapatrier ces repas-là à domicile. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire sur le fait maison et les enjeux santé. Alors là, je vous propose une hypothèse du groupe SEB qu'on a un peu travaillé quand même, qui est la notion de l'appareil pour tout changer. En fait, nous, évidemment, on a voulu savoir ce que apportaient nos appareils quand ils sont utilisés dans les foyers. Est-ce qu'ils permettent de manger plus fait maison? Est-ce qu'ils permettent d'être en meilleure santé? Ce qui se joue ici, donc on a fait plusieurs études, on a fait 2. Alors là, je vous ai montré celle qui était la plus jolie, la plus mise en forme, mais on a répété les résultats dans une étude clinique européenne qu'on a fait avec le IT Health, sur lequel on s'est aperçu qu'on avait une amélioration du score Healthy Eating Index, dont on parlait tout à l'heure, je crois que c'était Pascal ou Nicole, je ne sais plus. Une des études était basée sur cet index-là. Et on voyait une amélioration du score nutritionnel. En fait, quand on apporte un appareil qui permet de faire à maison, il faut l'apporter avec des recettes. Si on ne donne pas les recettes, ça ne marche pas. Donc là, on est bien dans un contexte, on donne l'appareil et on a nos applications connectées qui sont sur les smartphones, qui sont accessibles, qui sont gratuites. On a des recettes qui vont avec. Sinon, les gens ne savent pas utiliser l'appareil. Mais si on donne les deux, ça donne des idées pour cuisiner. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que ça aidait les gens à acheter plus de produits frais, plus de légumes frais, parce que ça va leur donner des idées pour les cuisiner. Et on voit baisser, en corrélation, on voit baisser les produits transformés. On voit également que la préparation avec les conjoints augmente et que les préparations avec les enfants aussi semblent augmenter, donc peut-être plus de transmission, ce qui serait intéressant. Et ce qui corrobore ce que vous avez vu tout à l'heure dans les études, les livraisons de repas hors domicile, l'achat hors domicile diminue. Donc ça, c'est des choses qui nous intéressent beaucoup. Moi, ce que je crois, le mécanisme que je pense s'activer derrière, c'est qu'en fait, quand on veut manger plus sainement, on a pas mal d'informations. On sait qu'il faut manger 5 fruits et légumes globalement. Le problème, c'est de passer à l'action, de comment faire. Et souvent, on a un déficit du know-how, du savoir-faire. Et je pense que l'intérêt des appareils et des recettes, les deux, la recette aussi, apporte ce fameux savoir-faire qui peut aider à manger plus sainement. Voilà, donc ça, c'est nos études internes. Bien sûr, elles ne sont pas aussi vastes et démontrées, et il faudra d'autres études pour corroborer tout ça. Mais moi, j'aime poser cette question, je la trouve intéressante, et je pense que le savoir-faire peut être une clé pour aider à mieux manger et pour améliorer la santé demain. Alors après, le troisième enjeu, c'est évidemment l'enjeu de l'empreinte écologique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que d'après les chiffres qu'on a pu trouver dans la littérature, on a 24% de l'empreinte carbone des foyers qui serait liée à l'alimentation. Et dans cette empreinte, on a évidemment un énorme impact de la viande rouge
la viande de bœuf notamment, donc avec des élevages plutôt intensifs qu'extensifs évidemment. Mais donc on a un énorme enjeu autour de ce qu'on mange chez nous pour réduire son impact. Donc on voit que le flexitarisme a tendance à se démocratiser, les gens veulent manger moins de viande, ça y est, une vraie volonté du public, mais finalement ce qu'on voit c'est que la viande a plutôt tendance à augmenter. Il y avait des études encore la semaine dernière qui montraient qu'il y avait une augmentation de la consommation de viande. Mais en fait ce qui est en train de se jouer, c'est qu'on a une décroissance de la consommation de viande rouge et qu'il y a un déport de cette consommation de viande vers la viande blanche, la viande de poulet, qui a déjà une empreinte plus faible. Donc c'est intéressant, mais on ne voit pas vraiment la viande en total diminuer. Ce qui m'intéressait aussi, c'est que nous, on avait naturellement pensé que les gens se déportaient du coup vers les protéines de légumes secs, protéines végétales type pois chiches, haricots, etc. Et donc ça, c'est les études de l'INRA, où on voit que finalement, la consommation de légumes secs, pois chiches et autres, ont été divisés par 4 en 20 ans. Donc, on a creusé un peu plus ça. Et ce que nous, on voit côté CEP, c'est que les gens ne savent même plus ce que c'est qu'un légume sec, ne savent pas du tout le cuisiner, ont des impacts digestifs qui les gênent. Enfin bref, on a des vraies difficultés pour rebasculer sur des régimes où on réintroduirait les légumes secs. On va avoir des vrais enjeux de changement de comportement à résoudre. Et enfin, j'avais mis quelques éléments sur le gaspillage alimentaire, qui est un enjeu clé aussi. Là, on commence juste à le travailler, donc je n'ai pas encore beaucoup d'éléments terrain là-dessus. Alors, sur le manger durable, dans cette thématique, je voulais juste vous partager un peu des retours terrain aussi qu'on a eu, où on a été voir des gens qui étaient impliqués dans le manger durable. Des gens qui déclaraient « je veux manger plus durable, je fais attention à ce que je mange parce que je veux avoir l'impact sur la planète ». Et on s'aperçoit que finalement, on a vu 3 profils. Nous, on a organisé ça en 3 profils. Des gens qui déclarent, mais qui ont beaucoup de mal à le faire et qui mangent beaucoup à l'extérieur et qui vont manger énormément de viande. Il y a une photo avec du jaune et 2 steaks un peu blancs, là. Ce sont 2 steaks hachés mangés dans le même repas. Et on voit qu'il y a beaucoup de viande. Ensuite, on a les plus faits maison qui vont cuisiner un peu plus, mais finalement, on s'aperçoit que c'est beaucoup de la cuisine d'assemblage qui vont aller faire. Et les derniers qui vont faire beaucoup de faits maison, cuisiner beaucoup plus de fruits et légumes et cuisiner cru, mais on voit aussi que ça reste des préparations très simples. Hein. On est sur des salades, assemblage de salades par exemple. Voilà. Et le dernier enjeu, et j'en terminerai par là, c'est tout l'enjeu de l'expérience culinaire comme plaisir. Parce que c'est le cœur de la motivation, c'est quand même aussi le plaisir de déguster, le plaisir de partager, le plaisir de s'épanouir en cuisine. Donc, il faut savoir que l'alimentation sur les réseaux sociaux, c'est un des sujets les plus populaires. C'est un sujet dont on discute partout, donc on dit que c'est très franco-français, mais finalement, c'est assez international. On voit les success stories de certaines chaînes comme Chef Club, par exemple, qui en quelques années ont explosé en termes de trafic, parce que le sujet passionne tout le monde. Je vous ai mis au milieu la cuisine de GastronoGeek, qui est Monsieur Villanova, qui est assez extraordinaire. Moi, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il a été attraper les hommes, les jeunes hommes notamment, les gamers, et en fait, il leur propose de refaire des recettes qu'il y a dans les mangas ou dans la culture pop. Et ça marche très, très bien. Il a énormément d'abonnés. Et il arrive à faire cuisiner toute une population qui commençait à s'y mettre. Alors, surtout avant Covid, parce que comme le disait Pascal, depuis Covid, les jeunes cuisinent beaucoup plus. Mais il avait trouvé un mécanisme qui était très intéressant. Après, je vous ai mis quelques chiffres pour vous montrer que bon, la confiserie, ça reste un segment qui fait énormément d'argent parce que c'est tout l'aspect plaisir de l'alimentaire. Et puis, on voit aussi l'envie d'exotisme avec l'explosion ces dernières années de toute l'épicerie du monde où les gens veulent cuisiner plus exotique et quelque part voyager à la maison. Et ça, on l'a très bien vu pendant le Covid. Donc, dans ces enjeux d'expérience culinaire, il y a toute la créativité culinaire parce que se joue énormément de choses autour de la créativité et on va avoir des usagers qui vont être plus ou moins créatifs avec des gens qui ont peu de compétences culinaires. Ils vont être ce qu'on appelle les inhibés. Ils aimeraient être plus créatifs, mais n'ayant pas beaucoup de compétences, ils vont avoir plus de mal puisqu'ils maîtrisent peu les techniques culinaires. On va avoir ensuite des gens un peu plus routiniers qui ont des compétences, qui maîtrisent quelques techniques, mais qui vont tourner autour parce qu'ils n'arrivent pas bien à aller au-delà, parce qu'ils n'ont pas le temps aussi parfois. Et puis enfin, on va avoir les passionnés qui, eux, vont progresser très très vite dans leurs compétences culinaires et donc dans leur créativité. Ce qui est intéressant, c'est quand on parle de créativité culinaire, évidemment, on pense beaucoup aux grands chefs,
Donc, c'est ce qu'on a appelé plutôt le géant C, la grande créativité, dont vous allez avoir des Thierry Marx, Monsieur Gagnère ou d'autres derrière ces géants C. Et puis, on a le grand C, donc c'est plutôt nos passionnés qui vont être créatifs, qui ont une certaine expertise et qui vont aller développer ce qu'on voit notamment sur les réseaux sociaux en termes d'esthétique magnifique. Mais finalement, cette créativité, elle doit s'exprimer aussi dans le quotidien. Les gens n'aiment pas manger de manière répétitive. La routine, c'est vraiment quelque chose de compliqué dans le culinaire. Et donc, c'est comment on peut apporter ces petites créativités du quotidien avec des petits twists en termes de goût, en termes de techniques culinaires, qui vont être simples, qui vont être avec des ingrédients ou des techniques qu'on maîtrise, mais qui vont changer la donne. Par exemple, avec exactement les mêmes ingrédients que la quiche, on peut faire des cannelés salés. Ça n'a plus rien à voir en termes de forme, d'aspect et de goût. Voilà. Et puis finalement, on s'aperçoit que la grande complexité, c'est dans la routine, on a du mal à être dans cette créativité et on va être dans le très répétitif. Donc, je vous parlais, je vous ai mis des photos en dessous de ce qu'on a observé chez des gens. Voilà les enjeux. Je vous remercie de votre attention. J'espère que ça vous a intéressé. Donc, c'est plus, vous savez, sous forme de questions que je vous ai posées. On ne peut pas dire qu'on ait définitivement les réponses, mais on a vraiment cet enjeu dans le fait maison de, mais finalement, qu'est-ce qu'on va manger ce soir avec ce qu'on a sur place. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup Mariette pour cette description peut-être de la réalité et vue de l'industriel. Alors, on va commencer, je pense, directement la table ronde, il est l'heure. Je rappelle que cette table ronde permet aussi à tous les autres membres du conseil scientifique ici présents de pouvoir s'exprimer et d'interroger aussi les orateurs. Pour le public extérieur au conseil scientifique, c'est encore une fois par le biais des questions que vous pouvez intervenir. Et donc, juste pour lancer, mais ce que j'ai retenu, moi, de manière un petit peu naïve, sans doute, sur ces sujets-là, je ne suis pas de cette spécialité, ce que je retiens quand même, c'est qu'au long de toutes ces interventions, on voit que la réalité est très différente des faits, que ce soit dans le cadre d'une intervention scientifique de Nicole Darmon, du ressenti consommateur de Mariette et des systèmes de mesure de consommation de Pascal. Et puis l'autre point, c'est qu'il y a un déficit d'éducation parce que toutes les trois, à un moment donné, vous dites finalement c'est un manque de connaissances. Je ne sais plus laquelle a dit si on les prend en stage et que là c'est chargé comme un module d'école, là ça commence à donner des résultats. Voilà. Donc grand contraste entre la réalité des faits et ce qu'on entend dans les médias. Donc, ça pose question pour la société en général, bien au-delà de l'aspect cuisine, mais restons-en là. Et puis, qu'avez-vous envie tous d'enseigner ou de voir proposer à une sorte d'amélioration de l'éducation alimentaire? Voilà, bon, on va peut-être commencer par celle qui veut. Pascal, peut-être dans l'ordre, mais parce que… Micro. Quand on regarde les autres pays, en fait, on se rend compte qu'on est un des seuls pays où il y a plus de cours de cuisine à l'école, en fait. Dans les autres pays où on considère qu'en effet, ce savoir, il n'est pas transmis, on donne des cours. En France, comme on considère que la cuisine n'a pas disparu, on ne donne plus de cours. Ça existait auparavant, mais il n'y en a plus. Donc, il y a, en effet, ça n'existe que par la transmission. Et des études qui ont été faites sur ces questions de transmission culinaire, eh bien, on se rend compte que finalement, c'est pas les recettes de cuisine qu'on n'a pas, en fait, c'est les gestes, en fait. Et que c'est très, très difficile pour des gens qui n'ont pas vécu dans un environnement où ils ont vu d'autres faire, de se réapproprier la façon de trouver des aliments. En fait, ça commence, en effet, comme l'a dit Mariette, par les courses. En fait, il suffit de connaître des gens qui vivent dans d'autres cultures, qui n'ont jamais fait de cuisine, pour comprendre qu'ils ne savent pas quoi acheter, en fait. On ne sait pas par quoi commencer. Et donc, c'est beaucoup plus large que simplement de connaître des recettes. Et c'est un peu ça l'enjeu de la connaissance sur ces sujets. Donc, ce n'est pas si simple que ça d'éduquer à la cuisine. Nicole ? Oui, un élément de réponse aussi, c'est que j'aime pas trop le terme éducation parce que vis-à-vis d'adultes, on ne va pas forcément les éduquer, mais peut-être les mettre en situation. Et ce qu'a montré l'étude sur le programme Jamie Oliver et puis aussi les études qui ont été évoquées par Mariette Sicard, c'est que ce qui peut être efficace, c'est vraiment que les gens
voilà, mettre les mains dans la cuisine, pratique, échange. Donc, il y a le côté collectif aussi, et ça, c'est bien connu pour toutes les actions de prévention, quelles qu'elles soient, quand elles sont collectives, et puis qu'elles entraînent avec elles plusieurs acteurs et qu'elles sont quand même assez bien pensées en amont, on a une chance d'avoir une efficacité, mais évidemment, c'est beaucoup plus d'investissement et de coûts pour la société que de donner des recommandations dans des petits livrets que les gens vont lire ou ne pas lire. Alors, Mariette, oui. Suivre ou ne pas suivre. Mariette, finalement, vous avez proposé l'appareil comme un mode de, alors j'ai pu dire d'éducation, mais d'amélioration de la culture. Et est-ce que vous voulez compléter Oui, je pense que il y a évidemment, alors je prêche pour ma paroisse, mais on voit beaucoup des gens acheter de nos appareils et ça leur permet d'apprendre un geste. Et après, parfois, l'appareil va devenir obsolète au bout de 3, 4 ans, 5 ans, mais le geste va rester. Apprendre à cuire le riz, par exemple, avec nos cuiseurs à riz ou des choses comme ça. Je prêche évidemment pour ma paroisse, mais j'y crois quand même à cette délégation du geste à travers l'appareil. Ça va être réussi, même si je ne sais pas faire. Mais ce que je voulais ajouter, c'est vous partager une expérience qu'on a dans le groupe SEB. On a nos applications dans lesquelles il y a beaucoup de recettes. Dans ces applications, au début, il y avait nos recettes, c'est-à-dire nos recettes faites avec nos chefs qui faisaient la recette tout bien, pimpante, etc. Et finalement, après, au bout de quelques années, on a ouvert nos recettes à nos consommateurs, c'est-à-dire n'importe quel consommateur peut rentrer ses recettes. Et là, on a vu le phénomène exploser. 8000 recettes en quelques mois pour notre produit Cookéo, par exemple, parce que les gens se sont mis à vouloir les poster parce qu'ils aimaient ça, mais surtout après, c'était les recettes qui marchaient mieux. C'est-à-dire que c'était des recettes qui étaient plus adaptées à la réalité terrain que nos clients vivaient. Ils se passaient les recettes entre eux, et finalement, c'est celles qui ont plus de succès. Et finalement, pour moi, c'est un reflet de l'apprentissage pair à pair, c'est-à-dire entre personnes avec les mêmes problématiques, avec les mêmes enjeux. Et je crois que ça, c'est un mécanisme très fort sur lequel on pourrait s'appuyer d'un point de vue sociétal, en dehors de SEB aussi. Mais il y a vraiment quelque chose là qui était très intéressant comme phénomène, auquel je crois beaucoup. Daniel Thomé, là, moi j'avais une question, enfin un commentaire un peu aussi pour toutes les trois. C'est le problème du genre. C'était assez frappant là ce qu'a montré Nicole, que lorsque dans une famille on passe à la cuisine, ça repose sur les épaules des femmes à 75%, ce qui est un vrai problème, quoi, je veux dire. Alors j'ai deux questions en fait. C'est est-ce que on est particulièrement mauvais en France et est-ce que c'est meilleur dans d'autres pays et lesquels? Et puis est-ce que le fait de développer des appareils connectés où les hommes sont un peu attirés par tout ces un peu technologie dans ce cas-là, permettrait une participation plus importante des hommes à la cuisine? Est-ce qu'il y a des données là-dessus? Et si je peux juste compléter une petite troisième, merci Daniel, dans la série, c'est est-ce qu'on n'est pas aussi, est-ce qu'on n'a pas comme limite de faire le bonheur des gens malgré eux? Et là, je reviens sur l'aspect genré, c'est-à-dire on est passé d'une libération absolue et il y en a sans doute une partie qui n'a pas envie de se remettre à la cuisine. Et là, je parle éventuellement des femmes. C'est juste pour compléter tes très, très bonnes questions, Daniel, merci. On refait un petit tour de table sur nos trois intervenants. Alors, oui, moi, je veux bien répondre à la dernière question que tu viens de poser, Philippe. Donc, moi, j'ai regardé, en effet, dans les enquêtes alimentaires qui faisait la cuisine et comment ça évolue au cours du temps. Alors, on s'est rendu compte qu'il y a eu un petit mouvement au moment, en 2008-2010, où c'est devenu très à la mode de faire la cuisine, où là, dans les jeunes générations, les hommes ont fait plus de cuisine, mais on s'est rendu compte que ça a disparu quelques années après. Alors, une des explications, c'est parce que les femmes sont plus inquiètes de la santé et veulent absolument maîtriser. Donc, elles ont peut-être empêché les hommes de le faire. Hein. Voilà, y a vraiment cet argument-là qui peut être donné. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'en effet, finalement, les hommes avaient réinvesti le champ de la cuisine, mais que dans la partie cuisine loisir. C'est-à-dire, quand on invitait du monde, eh bien, on montrait qu'on faisait parce que finalement, c'est valorisant de faire du soi-même et que pour le quotidien, c'est quand même les femmes. Et c'était simplement dans les catégories CSP+, en fait, hein, qu'il y a eu un réinvestissement. Et parce que, en effet, c'est une corvée, en fait. Hein. C'est pourquoi est-ce que les femmes avaient abandonné la cuisine? C'est une corvée pour une grande partie de la population. Et les questions de Daniel, là, des autres pays? Nicole, tu as peut-être des données?
Oui, ben, en fait, les études, notamment l'étude qui résume plusieurs études qui ont eu lieu avant 2017, voilà, elle montre que quels que soient les pays, le fait de faire la cuisine est associé plus volontiers au fait d'être une femme. Donc, ça, c'est vrai pas seulement en France. Pour le reste, ce que je peux dire, c'est que vous avez vu, je vous ai présenté rapidement, évidemment, ce n'était pas possible de lire tout, les 16 leviers proposés par l'OMS à la FAO pour aller vers une alimentation plus saine et plus durable. Donc, le deuxième levier, c'était effectivement d'utiliser des aliments moins processés. Ils n'ont pas utilisé le terme ultra transformé parce que c'était extrêmement polémique dans le groupe d'experts qui étaient mandatés. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que le 15e ou le 16e levier, je ne sais pas, il a dû être peut-être ajouté une extrémiste, c'était de lutter contre les inégalités de genre. Parce qu'on ne peut pas faire tout porter sur les épaules des femmes. Surtout que le premier levier, c'était très important d'allaiter. Donc, premier levier, il fallait allaiter. Deuxième levier, il fallait cuisiner. Donc, c'était très bien que quand même, ils aient mis un 15e ou 16e levier, je ne sais plus quel était le numéro, sur lutter contre les inégalités de genre. Mariette? Alors moi, je ne vais pas avoir de données là-dessus, malheureusement. Après, le groupe SEB, travaillons à l'international et nous vend beaucoup pour les produits, les pays émergents. On reste malheureusement sur quelque chose qui est très, 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 très genré et qu'on nous remonte d'ailleurs. Donc, je pense que c'est vraiment des choses parmi les changements qu'il va falloir qu'on adresse très rapidement. Il y a celui-là. Donc, j'ai plutôt des anecdotes, mais vraiment, moi, on a le produit connecté qui s'appelle Cookéo, qui était un objet connecté très technologique. On a vu quand même que ça aidait à passer en cuisine pour les hommes, mais finalement aussi parce que il est très simple, ce produit à utiliser, il fait faire des recettes simples. On fait un bœuf bourguignon, par exemple, avec 5 ingrédients. Et donc, ça permet aussi de démystifier la cuisine. C'est un vécu personnel aussi que je raconte, mais ça permet de démystifier la cuisine. Ah, mais moi aussi, je suis capable de faire une bonne recette et de faire quelque chose. Donc, on retombe un peu sur ces questions aussi des hommes et du savoir-faire. Et finalement, si on transmet mieux ce savoir-faire aux hommes, peut-être qu'on a un mécanisme intéressant aussi à aller activer. Et puis après, moi, le seul que j'ai vu bien marcher, je vous dis, c'est Thibaut Villanova, qui a trouvé un mécanisme qui embarque les hommes, il est toujours pareil en train de déculpabiliser, de montrer que c'est facile, qu'on n'est pas obligé de suivre la recette à la lettre, voilà, et en plus c'est fun, et voilà. Donc là, il a vraiment trouvé des trucs qui fonctionnent, et pour le coup, il a une population très genrée masculine. Il est aussi sur les canaux de Discord, là où sont les gamers. Donc il ne va pas non plus envoyer la communication au même endroit, c'est pas le même canal. Voilà, c'est des petites choses pour contribuer, mais j'avoue que pour le coup, on n'est pas assez musclé sur le sujet. Il faut nous renforcer encore. Alors, les unes et les autres, comment voyez-vous une sorte de compromis entre ce qu'a déclaré, alors c'était dans la conférence de Nicole, le temps passé, c'est quand même un choix, le temps passé à ça, et le fait que en face, il y a le transformé, j'aime pas ultra transformé, mais il va y avoir forcément un compromis à trouver, parce que le fait d'être plus ou moins préparé pour faire plus vite, on veut bien faire de la cuisine, mais pas trop longtemps quand même. Donc, est-ce qu'il y a aussi là une évolution que vous pouvez noter dans vos observations entre le fait qu'il y a des préparations un peu toutes faites, ce sera peut-être l'aliment qui sera moins transformé, mais il y aura des prémix ou des choses comme ça, peut-être pour que plus viennent faire de la cuisine si ça dure moins longtemps. Question naïve toujours. C'est difficile de répondre comme ça. Ce qu'on observe, c'est qu'en effet, il y a de plus en plus de ce qu'on appelle la cuisine d'assemblage. C'est-à-dire qu'en termes de type de produits, c'est qu'on a accepté au cours du temps qu'on puisse faire des recettes en intégrant des plats qui étaient déjà un peu préparés, en fait. Et c'est finalement ce qui se voit à la télévision, et ceux qui finalement sont les porteurs des messages, c'est plus les mêmes types de cuisiniers qui prennent la parole. Et donc, on cite toujours Cyril Lignac, qui a été le premier à accepter de mettre des produits surgelés, de mettre des choses qui facilitent la tâche. Et en effet, la question du temps est évidemment primordiale.
Et c'est ce que vient de dire aussi Mariette en expliquant que les hommes ont pu y accéder à la cuisine parce qu'il y avait des outils qui permettaient de gagner du temps. Ouais, la vision du groupe, d'un groupe industriel, Mariette, là-dessus? Oh bah, c'est clairement notre business, hein. Je pense que si on Ouais. achète les produits du groupe Seb, c'est parce que ça permet de déléguer. Nos produits qui marchent le mieux, c'est nos produits où on met dedans et puis on peut faire autre chose pendant ce temps. Donc finalement, nous, on se posait la question beaucoup du temps de cuisson. Une recette, on se disait il faut que la recette, elle dépasse pas plus de 15 minutes. Puis en fait, on s'est aperçu que c'est pas 15 minutes, c'est 15 minutes de temps effectif de la personne. C'est-à-dire qu'on peut avoir une cuisson qui dure une demi-heure, mais à condition de ne rien avoir à faire pendant ce temps-là. Par contre, ce qu'on avait négligé, c'est que s'il y a une demi-heure de préparation, d'épluchage de légumes, de taillage et compagnie, là, on peut avoir que 5 minutes de cuisson, mais c'était une catastrophe, parce qu'en fait, là, c'est du temps vraiment contraint. Donc, on a un peu basculé nos cahiers des charges sur nos recettes, et l'objectif, c'est limiter la vaisselle, limiter le temps de préparation. Par contre, on a un peu plus de souplesse sur le temps de cuisson, si c'est l'appareil qui le manage. Maintenant, avec l'électronique, c'est très facile à faire. Et je pense que c'est là qu'on peut aider beaucoup à pouvoir faire maison tout en ayant le minimum à faire. Mais on est en train de développer toute la cuisine d'assemblage parce qu'effectivement, plus personne ne cuisine des produits bruts, n'a le temps de faire tout ce travail préparatoire. Donc oui, la cuisine d'assemblage, c'est vraiment l'avenir du fait maison et partout dans le monde. Alors, la France est même très préservée. Oui. Je dirais même que ce n'est pas seulement l'avenir, c'est vraiment le présent, en fait, hein, depuis un certain temps, parce que n'importe qui apporte pour une occasion festive, une quiche faite maison, bah, en fait, il ou elle va considérer que c'est fait maison, mais dans la plupart des cas, ça va être avec une pâte achetée dans le commerce. Donc, c'est tellement intégré qu'on n'y pense même plus. Et je pense qu'il peut aussi, en ces temps d'inflation, avoir un bénéfice en termes financiers, parce que quand on compare aujourd'hui le prix des légumes surgelés, déjà prédécoupés, préblanchis, avec celui des légumes frais, bah, c'est sans aucune mesure. Enfin, il y a vraiment un gros avantage à acheter du surgelé. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être parce qu'il y a un décalage et que bientôt les légumes surgelés vont aussi voir augmenter leur prix de façon importante. Je ne saurais pas répondre. Mais en tout cas, aujourd'hui, la différence de prix est tout à fait notable. Elle était déjà, mais elle s'est accrue. J'ai noté aussi que finalement, c'est peut-être non pas le troisième âge, mais les jeunes retraités qui vont peut-être faire l'objet de reformation genrée, puisque ça frappe ce chiffre. Hein, 240 repas annuels sont rapatriés à la maison, et vu le nombre de cette tranche d'âge, en fait, c'est peut-être là qu'il va y avoir aussi un créneau, alors scientifique sûrement, économique sans doute, et puis industriel peut-être. Donc, on peut y revenir si vous le souhaitez. Est-ce que l'avenir, c'est les vieux? Et sinon, sur les questions, il y en a quand même une, si quelqu'un pouvait y répondre. Quelqu'une, a-t-on des études sur des études d'impact sur des ateliers cuisine chez des personnes ayant des pathologies, diabète ou troubles digestifs? Est-ce qu'il y a des données là-dessus? Je m'adresse peut-être à Nicole. Alors, j'avoue que je n'ai pas regardé la littérature dans ce détail-là. Il faudrait peut-être aller voir la revue de la littérature que j'ai identifiée là, sur les études d'intervention, mais là, je peux pas répondre. D'accord. Et une question pour Mariette. Est-ce que les appareils Seb sont plus économiques, éco-responsables, matériaux durables? Point d'interrogation. Alors, la question est oui, plus qu'avant. On intègre donc un des défis qu'on a réussi, je pense, qui est le plus significatif actuellement, c'est les 10 ans réparabilité. Donc, cette notion de, finalement, le meilleur appareil, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc, cette notion de réparabilité, elle est clé. Et donc, on a eu un gros travail dans le groupe autour de cette réparabilité de nos appareils. Donc ça, pour moi, c'était un des gros défis qu'on a réussi à relever avec succès. Bien sûr, après, comme tout le monde, on essaye d'intégrer le recyclé dans nos fabrications de matières. De plus en plus, c'est en train d'augmenter. On a des objectifs de baisser notre empreinte carbone, que ce soit au niveau de nos sites industriels, etc. Donc oui, évidemment, il y a des choses qui se font. Et alors, pour la partie qui me concerne plus,
on travaille sur l'équilibre de nos portefeuilles de recettes pour avoir des recettes avec des légumineuses, pour avoir des recettes avec moins de viande, avec des viandes à impact moins fort. On travaille aussi à créer des services qui aideraient les gens à manger moins de viande parce qu'ils veulent, mais vous avez vu qu'ils n'arrivent pas à passer l'action. Donc, par manque de savoir-faire, parce que assez vite, c'est insipide, hein, des pâtes avec des lentilles, bof. Donc, comment on peut faire des choses un peu gourmandes? Voilà, donc ça, je pense que on essaye de travailler un peu toutes ces dimensions. Voilà, on est comme tous les industriels, on a parfois du mal, on ne va pas assez vite, mais on travaille énormément ces questions, évidemment. D'accord, merci. Alors, peut-être on s'approche du terme. Sur le coup, un complément, oui. Daniel? Oui, sur le coût des recettes, est-ce que ça permet de faire des recettes moins chères, les appareils? Alors, je dirais comme le fait maison, donc c'est les études que Nicole a présentées tout à l'heure qui ont plus de valeur que mon avis personnel. Mais oui, ça, dans le sens où c'est du temps délégué. Après, il y a la question du coût énergétique de nos appareils quand ils tournent. Donc, ça dépend des pays. Par exemple, sur un pays comme la France, l'impact coût énergétique va être plus bas qu'en Angleterre cet hiver, par exemple. Mais ce qui est intéressant, il y a eu une énorme tendance en UK là, cet hiver à faire tourner les petites low-fat fryers, les petites friteuses sans huile. Là, vous voyez ce que c'est. Parce qu'en fait, ça leur permettait d'économiser de l'énergie parce qu'en fait, ils chauffent des nuggets, ils chauffent des frites, des trucs comme ça dedans. Donc, c'est des petites portions pour une ou deux. Et en fait, ils rentrent juste le tiroir, ça chauffe très, très vite. C'est comme un grille-pain, mais qui serait un mini-four, en fait. Ça chauffe très vite, et comme ça, donc ça évitait de chauffer toute une cavité de four pendant très longtemps, de manière à préchauffer le four, pour ensuite faire cuire les 3 frites. Donc là, il y a des économies d'énergie, par exemple, parce qu'on fait un changement d'échelle, de taille. Voilà, mais sinon, c'est les mêmes impacts que le fait maison classique. C'est pas l'appareil qui change le prix de la recette. D'accord. Tu voulais dire quelque chose? Oui, oui, c'était juste une remarque. C'est quelque chose que je ne comprends pas, mais il nous faudrait peut-être un sociologue. C'est que quand on regarde un petit peu les chiffres, il y a plus, je crois que c'est 94% des chefs sont des hommes. Dans les brigades, dans les restaurants, c'est presque 70% des hommes. Alors, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à les faire sortir des restaurants pour aller à la maison? Donc, ça, c'est une petite remarque humoristique. Et la deuxième, c'était une question pour Mariette. Est-ce que justement, pour rejoindre la question de Daniel, est-ce que dans vos recettes, vous les chiffrez? Quand vous donnez des recettes, vous donnez à peu près le coût. C'est difficile puisque d'un endroit à un autre, les coûts varient grandement, mais en moyenne, quoi. Non, on les chiffre pas parce qu'on n'y arrive pas, parce qu'il y a trop de variabilité. Ça change toutes les semaines, ça change pour tous les pays. Donc, non, on les chiffre d'un point de vue nutritionnel. On a mis le Nutri-Score sur nos recettes. On a des calculs automatiques automatisés maintenant de Nutri-Score. Donc, toutes nos recettes ont le Nutri-Score pour aider les gens à s'orienter déjà d'un point de vue qualité nutritionnelle, savoir les recettes qu'ils peuvent manger plus souvent, celles dont il faut moins abuser. Mais par contre, on n'a pas du tout sur cet aspect budgétaire. Donc, on essaye de travailler ça. Je pense qu'on va y arriver dans quelques temps, mais ça reste assez complexe. Puis en plus, on a un vrai problème là derrière, c'est le coût subjectif, le rapport. Parce qu'en fait, c'est pas un prix. Le prix, c'est pas l'argent que je sors uniquement du porte-monnaie, c'est aussi le rapport qualité-prix. Par exemple, si je vous fais un repas vraiment pas cher à base d'un légume que vous n'aimez pas, je sais pas, moi, je crois que le fenouil n'est pas quelque chose de très connu, de très aimé. Je vous fais un plat de fenouil, il est rassasiant, il est nutritionnel et tout ce que vous voulez, mais par contre, c'est du fenouil. Ça peut être pas cher, ça va être la catastrophe. Donc, la question, c'est de trouver ce rapport coût-qualité optimal pour qu'il y ait un minimum d'impact sur le porte-monnaie, certes, mais qu'il y ait aussi ce plaisir alimentaire, parce que sinon, ça part en vrille. Quand on n'a pas le plaisir alimentaire, il faut trouver cet équilibre entre les deux. Et ça c'est difficile. Ça, franchement, avis aux sociologues, anthropologues qui veulent envoyer la question, parce qu'il y a quelque chose. Nicole, je crois qu'on s'approche de la fin. Nicole? Ouais, je voudrais dire un truc dont on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, parce que aussi il n'y a pas tellement d'études. C'est quand même c'est important de dire que cuisiner soi-même, ça peut permettre de maîtriser les quantités de viande, avec à la clé le triple avantage, santé, financier, environnemental. Ça peut même permettre de cuisiner peut-être plus facilement des plats sans viande et de les apprécier. Alors tout ça, c'est vrai,
dans la mesure où les gens le font vraiment et pour qu'ils le fassent vraiment, il faut d'abord que les représentations vis-à-vis de la viande changent et que quand on cuisine un plat, on ne pense pas en priorité à la part protidique qu'il y a dans ce plat. Or, c'est encore aujourd'hui le cas. Ouais. Enfin, ça, faut distinguer là pour le coup les âges, les statuts physiologiques, puisqu'on peut pas parler de plat unique depuis l'âge de 3 ans aux grands âges. Donc c'est difficile aussi, mais c'est un paramètre à prendre en compte. Bon, je vous propose la dernière question oui, elle peut être répondue par écrit, je pense. Je ne sais pas si on est dans les limites ou s'il faut s'arrêter. Nikta, je pense. Hein, si c'est limité, mais sinon, moi, je viens rester. Je pense qu'on a atteint la limite. Alors, je tiens à remercier vivement les 3 oratrices là, qui ont complété avec des approches différentes et des tas de données sur les raisons ou pas de cuisiner mieux, plus, etc. Merci à toutes les 3. Merci au conseil scientifique de l'Institut for a Positive Food de bien représenter ici. Et puis, merci en particulier à Nikta, qu'on peut qualifier de réalisatrice, et à Zoé, qui est aux manettes, je crois. Je pense qu'on va s'arrêter là, sauf si quelqu'un d'autre dans l'IPF veut conclure. Je ne sais pas comment se conclut forcément un webinaire, mais on peut en rester là. En tout cas, merci à tous.